Isabelle Maréchal. Notre grand pilote de Formule 1, Gilles Villeneuve, vient d'être consacré aujourd'hui même personnage historique du Québec. Il va donc ajouter son nom aux côtés des grands Maurice Richard, Louis Cyr, René Lévesque. Il y a aussi Thérèse Casgrain. C'était déjà une légende de son vivant, de par ses nombreux exploits en course automobile, mais il est devenu à sa mort le 8 mai 1982. On s'en souvient, des images épouvantables. À la fin des qualifications du Grand Prix de Belgique, Gilles est allé il a été complètement éjecté de son siège, avec son siège, et s'est ramassé dans le grillage de sécurité. Ça a été vraiment l'horreur pour tous les gens, pour sa famille, pour ses proches, bien sûr, mais pour tout le Québec qui le pleure en cœur. Je pense qu'on peut le dire. Moi, j'avais sa photo en poster dans ma chambre quand j'étais petite. C'était pour moi un modèle très inspirant, Gilles Villeneuve. Avec nous, Luc Poirier, il est bien sûr entrepreneur que vous connaissez, dragon, philanthrope, grand collectionneur de voitures, on va en parler. Mais aussi quelqu'un qui a, sans doute comme moi, Luc, merci d'être là, été très inspiré par le grand personnage qu'était Gilles Villeneuve. Je pense que toute la génération ta génération, ma génération, puis celle qui a suivi, bien évidemment, on l'a pas tant connu, mais ses exploits sont tellement incroyables. Puis on revoit des fois des extraits comme quand il y avait l'aileron cassé là à l'avant, il a réussi à se débarrasser de l'aileron. Puis tu sais, un petit gars de chez nous, inconnu, le Québec à l'époque, c'était pas connu du monde entier, puis de se rendre Exact. et de se rendre en Formule 1 et de piloter pour l'écurie la plus prestigieuse de l'histoire, c'est quelque chose. Ferrari, exactement. Qu'est-ce que tu retiens de Gilles Villeneuve, Luc? Tellement de choses. En fait, faut comprendre, là, les gens souvent ne savent pas, mais sa carrière a débuté avec les skidoo, hein, la motoneige. C'est pour ça qu'il était aussi bon dans la pluie, par exemple en Formule 1, dans la pluie, dans des conditions un peu misérables. C'était le meilleur, c'est pas compliqué. Il avait pas peur non plus de glisser parce qu'un skidoo, ça glisse toujours, donc il jouait avec sa voiture, donc comme personne d'autre a été capable de faire là, dans l'histoire de la Formule 1. D'ailleurs, c'est pour ça que il a été tellement reconnu à cause de ce fait-là. Puis Enzo Ferrari l'a pris sous sa garde. Puis malheureusement, sa carrière a fini trop tôt parce que évidemment, si ça avait continué, il aurait été un des grands coureurs de ce monde. C'est certain. C'est normal, tu trouves, puis on pose la question à nos auditeurs également, c'est normal qu'il soit aujourd'hui intronisé au temple des grands Québécois aux côtés de Maurice Richard, par exemple. Maurice Richard qui est devenu aussi une légende, un symbole historique même de Canadiens français qui ont réussi à devenir des grands champions. Villeneuve aussi. Olivier, je pense qu'on va poser la question à nos auditeurs également. Ouais, que représente Gilles Villeneuve pour vous? 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Donc, c'est normal pour toi qu'il soit intronisé aujourd'hui? C'est normal, ça aurait dû être fait longtemps. Longtemps qu'à moi. Puis, tu sais, son fils, on en parle moins, mais aussi, c'est le seul qui a gagné le championnat Indy, le championnat Formule 1 également. Tu sais, peut-être qu'un jour, il va être aussi... En fait, la différence entre les deux, c'est que tu sais, souvent, quand un décède, on en parle plus, puis c'est plus un héros, un peu comme les musiciens, tu sais, Nirvana, etc. Ça devient des légendes post-mortem, qu'on dit. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, moi, j'ai connu un peu Joanne aussi, son ex-femme, là, qui est sa femme. La mère de Jacques, Puis, c'est une femme extraordinaire, elle aussi. Puis, elle aide à, tu sais, quand on la rencontre, cette femme-là, elle nous conte des histoires rocambolesques de l'histoire de Gilles Villeneuve. En tout cas, ceux qui ont la chance de la rencontrer, là, puis d'entendre les histoires, c'est phénoménal. Il y a une anecdote qui te revient par rapport à Gilles Villeneuve? Ah, ben oui, quand il coursait, mettons, il partait de Monaco, puis il allait un peu, je pense, c'est en Allemagne, je pense, ou en France, puis là, il coursait avec un autre coureur, avec une Ferrari, je crois, une 308 à l'époque. Puis il coursait, puis c'était dans les rues normales, là, un peu comme Sainte-Catherine ou peu importe, là.
et ça coursait au-dessus de 200 km/h, les deux ensemble. Ils auraient très bien pu mourir de cette façon-là plutôt que sur une piste de course, là. Oui, pendant des essais. C'est assez incroyable. Tu parlais de Jacques, le fils, donc, est quand même le premier Canadien champion du monde de Formule 1. C'est impressionnant, effectivement. 1997. Oui, Ouais. pour Jacques Villeneuve également. Tu parles de Ferrari. Je voulais te parler aujourd'hui, bien sûr, de ta collection de voitures, tout en continuant, bien sûr, de vous demander si vous avez un petit mot à dire là, sur Gilles Villeneuve, bien sûr, mais aussi si vous êtes dans la fièvre de la F1 et si vous aimez les véhicules, parce que là, il y a plein de véhicules qu'on peut observer. Moi, mon Dieu, il y en a plein, les rues. Tu vas au centre-ville, là, ils sont ici et là. Il y a même des gens qui s'en sont loués, sans doute, Luc, probablement des gens que tu connais qui se sont dit, tiens, je me loue ma Ferrari en fin de semaine. Toi, tu n'as pas besoin de les louer, tu les achètes. Et puis, il faut qu'elles soient particulières. Oui, vas-y. Oui, j'expose quelques voitures sur Crescent. Au Casino de Montréal aussi, vous pouvez voir ma Formule 1 de Ferrari, Michael Schumacher qui est là. Donc, on participe aussi, là. Puis c'est le temps de l'année, hein. Habituellement, c'est au mois de juin. C'est ça qui lance l'été, habituellement. Là, ils ont décidé, pour que les gens comprennent, ils ont décidé de faire ça en mai pour, au niveau du développement durable, de pas être obligé d'aller en Europe et de ramener les autos, parce que il y a 2 semaines, on était à Miami pour le Grand Prix de Miami. Ouais. Donc, c'est au niveau écologique là qu'ils ont décidé de faire ça. Donc, tant mieux. Puis, ça lance l'année plus tôt. Puis, tant mieux. Là, moi aussi, j'étais à Montréal tout à l'heure. Puis, il y a des voitures exotiques partout dans les rues. Quelle est la plus exotique de ta collection, Luc? C'est la 250 GTO, une vieille 1962. Sinon, récemment, c'est la Ferrari Aperta, qui vaut à peu près 21 millions à peu près. Elle vaut, attends. OK, 30 secondes là-dessus. Elle vaut 21 millions de dollars, cette voiture-là? Oui, 20,8 à peu près, effectivement. Ouais. Et toi, tu l'as payé quel prix? En canadien, 7 à peu près. 7, OK. Puis elle vaut 3 fois plus aujourd'hui? Ben, les voitures ont explosé. En fait, c'est pas juste... oui, c'est une passion pour moi, les voitures, là, mais c'est aussi un investissement. Les voitures, les prix dans les 2-3 dernières années ont explosé. Heureusement, j'ai commencé ma collection à la COVID. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la COVID, au lieu de relouer mon bail, j'étais dans un édifice à bureau au 10-30. Puis j'ai décidé, à la place de louer un entrepôt, faire mes bureaux dans l'entrepôt, puis commencer une collection. Puis heureusement, j'ai fait ça parce que les voitures, mettons, ma collection que j'ai payé 40 millions, aujourd'hui, ça vaut 110 millions à peu près. Oh, mais attends, donc c'est récent que tu as vraiment bâti une collection, parce que je croyais que tu m'avais déjà raconté que tu avais commencé jeune à économiser tes sous. On connaît ton historique familial. Tu viens d'un milieu qui était vraiment pas riche, hein, pour pas dire complètement pauvre. Tu as travaillé depuis l'âge de 14 ans, puis même, je pense, avant même d'avoir un permis de conduire, puis de conduire ta voiture, tu avais acheté une voiture. C'était déjà une voiture de collection, c'est ça? Non, c'est une Porsche. Non, c'était pas de collection. C'est une Porsche à l'époque. J'avais 15 ans et demi. J'avais pas mon permis, effectivement. Mais depuis des Ferrari, j'en achète depuis 2004. J'ai donné mon premier dépôt à l'année 2000. Puis, il y avait 4 ans d'attente à l'époque là, pour recevoir une Ferrari. Donc, 2004, j'ai eu ma première Ferrari. Puis, j'ai acheté au moins 1 à 3 Ferrari par année, à chaque année, jusqu'à 2020. Puis, en 2020, je me suis fait refuser par Ferrari une voiture. En fait, en 2019, je me suis fait refuser une voiture spéciale. Puis là, ils m'ont dit, t'es pas collectionneur. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé de faire la collection. Parce qu'avant, j'en achetais beaucoup par année, mais je les revendais au courant de l'année ou l'année suivante. Oui. Ici, la voiture, là, on vient de l'avoir, la voiture de 28. Exactement. La petite bleue décapotable, là, ça, c'est dans ma palette de couleurs. La petite bleue décapotable, bleu poudre, là, ça, celle-là, là, c'est quoi exactement? Oui, c'est un amphicar. Ça, c'est dans le temps de la guerre, c'est allemand. Dans le temps de la guerre, Hitler voulait faire des voitures amphibies pour traverser les rivières une fois que le pont était détruit par l'armée allemande. Puis, les ingénieurs, après la guerre, les ingénieurs ont continué de travailler sur le concept. Puis, ont lancé cette voiture-là. C'est une 1961, cette voiture. Oh, Puis là, donc, il y a encore des rêves que tu nourris. Tu aimerais posséder quelle voiture aujourd'hui?
Ben, ma Qu'est-ce qui manque? prochaine exotique, là, ça va être une Bugatti tourbillon qu'on appelle. C'est le nouveau modèle de Bugatti qui s'en vient. Puis, est en commande, donc je devrais l'avoir dans à peu près 1 an et demi à peu près. Et dis-moi, Luc, en terminant, qu'est-ce qui est plus payant? Se monter une collection de voitures de Grand Prix comme ça, de grande valeur, ou acheter un terrain pour faire une usine de batterie par le gouvernement? C'est sûr que les terrains, que ce soit pour l'usine de batterie ou en général, le terrain va toujours rester plus payant. Mais dans la vie, faut vivre avec passion, puis je mêle la passion de l'automobile avec l'investissement, donc c'est parfait. Ouais. Puis là, bon, on se texte régulièrement, puis je te posais la question cette semaine à savoir parce qu'on a su que tu étais sur la liste des racheteurs potentiels. Tu m'as dit, je peux pas en parler, j'ai signé des documents, mais ce qu'on sait, c'est que, on le sait, tu me l'avais dit ici même à cette émission, à nous, tu nous avais dit que tu serais prêt à le racheter l'année dernière. Après, c'est la question du prix, là. Disons qu'on te met de côté, là, pour que ça soit intéressant là, pour un acheteur, il faudrait qu'il y ait quoi comme condition pour que le terrain de Nordvolt représente un véritable bon investissement? En fait, il faudra avoir une certitude qu'on peut bâtir, puis c'est pas le cas actuellement. Donc, c'est pour ça que j'essaie de m'entendre avec le gouvernement avant d'aller que le syndic leur prenne et tout ça, parce que je voulais leur dire, ben, je suis prêt à vous donner le même prix que j'ai payé, moins les impôts que j'ai payés, bien évidemment, condition à que j'aille un permis. Donc, la condition serait que j'aille un vrai permis en bonne et due forme, parce que là, on peut acheter, puis peut-être dans 10 ans, il n'y aura pas de permis encore d'accorder. Là. Ça veut pas dire que... Puis il y a un gros risque présentement. Puis il y a les lignes d'hydro aussi. Il y a tout ça aussi qui manque. Hein? Si tu n'as pas d'électricité, tu peux pas développer. Là. Puis moi, Hydro-Québec m'avait dit entre 8 et 10 ans à recevoir l'électricité. Puis Nordvolt, quand ils ont acheté, 3 mois après, l'électricité était réglée. Hydro-Québec s'en venait. Fait que tu sais, quand le gouvernement veut, ils peuvent, mais malheureusement, dans mon cas, le gouvernement ne voulait pas. Hey, Luc Poirier, merci beaucoup. J'en profite pour dire que tu as accordé une entrevue à ma collègue Sophie Durocher dans le cadre de l'émission Le Blanc des Yeux. Il y a d'ailleurs un article dans le journal aujourd'hui. Alors, si vous avez la chance d'écouter cette entrevue avec Sophie et Luc Poirier. Merci beaucoup, Luc, d'avoir pris le temps de nous parler. Fait que tu es bien dans la fièvre de la F1. Là. Toi, c'est déjà parti. Là. Ouais, depuis mardi soir, là, c'est à tous les soirs, il y a des événements. Puis là, dans le jour, ça commence aujourd'hui. Donc, c'est jusqu'à dimanche soir, on est fatigué, on n'a plus de voix. Ben, c'est aussi à cause du Canadien qui vont bien. Donc, en fait, on peut rien demander de mieux là, pour l'instant. Là. En ce moment, c'est le summum. Voilà, en ce moment, écoute, c'est grisant. Ouais. Sincèrement, c'est grisant. C'est des bonnes nouvelles pour Montréal et pour le Québec en matière de retombées. On va se souhaiter que ça continue comme ça. C'est une bonne idée, tu trouves, de devancer d'une semaine la saison, là, de faire ça fin mai plutôt que début juin? Non, c'est pas une bonne idée, mais je comprends le pourquoi. Puis au niveau écologique, c'est 1000 fois mieux, bien évidemment. Mais pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que dans le fond, ça devance les affaires. Pourquoi ça pourrait pas être une bonne idée? Toi, tu dis que c'est pas une bonne idée? Non, c'est trop tôt parce que là, il fait beau, là, on est chanceux, là, mais historiquement, il fait beaucoup plus beau en juin qu'en mai. Là. Ouais, même si on a eu souvent des pneus pluie pour les Grands Prix. Non, je sais, souvent, c'est mon anniversaire, puis souvent, il mouille pour mon anniversaire. Non, je suis d'accord, mais en juin, qu'est-ce qui arrivait? C'était le lancement de la saison estivale. Les terrasses, tout était lancé, puis la vibe était plus propice. Là, on va s'ajuster, mais au final... ça va fonctionner pareil. Là. On aime tellement le Grand Prix, ça va fonctionner pareil. Merci, Luc Poirier. À bientôt. On va s'arrêter ici. On va poursuivre sur les automobiles, mais là, dans un autre ordre d'idée, parce que on l'a vu, bon, évidemment, je vous ai parlé des travaux cette semaine. Ça va être difficile pour les automobilistes montréalais, bien sûr, à cause du Grand Prix, parce que, évidemment, plus vous approchez du lieu même et plus les rues sont barrées. Mais il y a aussi tous les chantiers là, qui vont être là
pendant tout l'été. On parle d'au moins plus d'une cinquantaine de chantiers. On a demandé d'ailleurs à la Ville de nous expliquer un petit peu là, comment mieux prévoir nos déplacements en fin de semaine, mais tout au cours de l'été. Ils ont refusé notre demande d'entrevue. Ça ne nous empêchera pas de vous demander à vous, est-ce que vous êtes tanné comme automobiliste de toujours faire les frais des décisions, payer plus, l'essence, les travaux? Et puis on le voyait cette semaine, il y avait un très bon article où on disait l'inflation touche le plus les automobilistes. En fait, ce sont les automobilistes qui font le plus les frais de l'inflation galopante qu'on vit en ce moment. Alors, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. À tout